Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show, comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Pas mal d'actualités très variées cette semaine-ci, on a du positif et du négatif comme d'habitude. Une des premières news, c'est le fait que vous avez le ban pour les réseaux sociaux pour les moins de 15 ans en France qui a été jugé comme non constitutionnel, voilà c'est le terme. Donc ça, pour le moment, c'est rejeté, donc ça, c'est assez intéressant selon moi. On a des énormes leaks sur GTA 6. Je ne vais pas montrer des vidéos parce que j'ai pas envie de me faire raid par Rockstar, mais il y a toute une histoire là-dessus qui est selon moi très intéressante. Les Google Books qui arrivent en septembre, un petit peu plus d'informations sur les Snapdragon C, plus d'arrivées d'ordinateurs portables moins chers, enfin, soi-disant moins chers, des virus sur des mini-PC, des news au niveau de framework qui a fait un petit peu des conneries, mais qui a aussi mis à jour le framework 12, et puis plein d'autres news en tout genre. On a aussi quelques news Linux, notamment avec plus de nouveautés sur Bazelite 44, ça c'est plutôt intéressant selon moi. Et même l'arrivée d'ailleurs sur Linux de Epic Games, parce qu'ils sont en train de travailler sur une version Linux, donc ça aussi c'est très intéressant. Il y a encore plein d'autres news comme ça en tout genre. Vous avez une table des matières dans la description ainsi que sur la barre de lecture, donc n'hésitez pas à sauter vers le sujet qui vous intéresse le plus. Je rappelle aussi évidemment que ces Texama Show sont disponibles sous forme de podcast, que ce soit sur YouTube, Spotify, Apple Music, ainsi que même Deezer. Donc n'hésitez pas à chercher Texama Show dans une de ces plateformes et normalement vous devriez trouver assez facilement. Sur YouTube, c'est sur YouTube Music, il me semble, qu'on peut accéder au podcast. Il me semble, oui. Donc voilà. Si j'ai pas oublié de le mettre en tout cas dans la playlist de la série, normalement ça s'affiche comme podcast. Normalement. Ah, d'ailleurs, en parlant de podcast, vous avez des nouveaux épisodes de Mémoire Vive qui sont sortis. Donc, pour ceux qui sont intéressés par plus, justement, de discussions tech, je vous mettrai des liens dans la description. Commençons tout de suite. La première news de la semaine concerne justement cette interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans en France. Si vous ne savez pas, normalement, cette loi devait entrer en vigueur le 1er septembre. Ça veut dire que le 1er septembre, les plateformes, les différents sites qui sont considérés comme des réseaux sociaux auraient dû interdire justement l'accès et vérifier que des personnes ont bien au minimum 15 ans pour justement utiliser ces sites-là, en tout cas poster et interagir avec le site. Consulter, c'est encore autre chose. Eh bien, le Conseil constitutionnel en France a décidé que non, ça ne respecte pas la liberté d'expression des Français, donc ça ne peut pas continuer. Donc la loi va être mise en pause, ça ne veut pas dire qu'elle est, voilà, c'est mort, ça ne va jamais arriver. Il va certainement avoir des batailles au niveau juridique. Alors, le vrai problème qu'il y a avec cette loi pour beaucoup de gens, y compris moi, c'est le fait que pour vérifier qu'une personne a au moins 15 ans, vous allez devoir vérifier littéralement l'âge et l'identité de toutes les autres personnes qui vont accéder à des réseaux sociaux. Et ça inclut évidemment les réseaux sociaux qu'on considère vraiment comme réseaux sociaux, mais ça inclut aussi YouTube, ça inclut aussi même des sites qui ne sont pas vraiment des réseaux sociaux, ça inclurait même des forums et tout ça. N'importe quel site où vous pouvez poster, interagir avec d'autres personnes, ben, c'est basiquement inclus dans cette loi-là. Il y a des exceptions, toutefois, comme par exemple Wikipédia, ce genre de choses. Mais oui, les exceptions étaient très précises, donc ça concerne vraiment énormément de gens. Ça veut donc dire que ça aurait donné une possibilité de voir un petit peu ben, qui accède à quel site. Parce que si vous devez vérifier votre identité, vérifier votre âge, vous devez fournir quelque chose qui prouve cet âge, cette identité. Et ça, c'est un énorme problème, justement. On déguise un petit peu le fait de protéger les moins de 15 ans en les interdisant d'aller sur ce genre de site. Mais derrière, ça donne un outil très puissant qui permet de littéralement vérifier qui accède à quel site et s'ils ont créé un compte ou autre chose. Évidemment, ils vont dire que non, on regarde juste l'âge, on ne regarde pas plus que ça. Mais on sait très bien que s'ils le voulaient, les données pourraient être collectées et derrière, ça donnerait justement une grande atteinte à ben, la liberté des Français et notamment la liberté d'expression parce que ça peut être utilisé très rapidement à des mauvaises fins. Imaginez, vous avez dans le futur un gouvernement qui devient un peu extrémiste, que ce soit peu importe le côté, hein, droite ou gauche, et qui décide de voilà, restreindre la liberté d'expression de certaines personnes parce qu'ils ne les aiment pas, eh bien, ils pourraient utiliser ça à leur avantage. Donc, il y a énormément de problèmes là-dessus. Pour ma part, je pense que oui, les réseaux sociaux devraient être clairement restreints pour les personnes qui ont en dessous d'un certain âge parce que je pense que ça pose trop de problèmes des fois, mais la responsabilité ne devrait pas être sur le gouvernement. La responsabilité devrait être sur les parents. C'est littéralement le travail des parents. On peut juste faire une sorte d'analogie. C'est comme si vous aviez des enfants qui sortaient de leur maison et qui allaient voir d'autres enfants et qui, voilà, ils se rassemblaient, ils parlaient de choses pas bien ensemble ou ils planifiaient des mauvaises activités. Eh bien, on dirait juste aux parents, ben, évitez que votre
enfant sort dans la rue et aille faire ce genre de choses. C'est votre responsabilité. Vous devriez savoir où va votre enfant, surtout s'il a moins de 18 ans. Mais c'est exactement la même chose ici. C'est juste que c'est en ligne. Et évidemment, comme c'est en ligne, mais ça peut arriver à la maison, ça peut arriver sur un téléphone, sur un ordinateur portable. Mais ça, selon moi, ne change pas la responsabilité des parents. C'est eux qui sont censés vérifier que leur enfant ne fasse pas n'importe quoi en ligne. Il y a évidemment une liberté d'expression et même juste une liberté pour les enfants. Mais selon moi, un enfant qui est vraiment jeune, il devra avoir des restrictions sur son utilisation d'un téléphone ou d'un ordinateur portable. C'est juste logique parce qu'ils ne se rendent pas compte encore des dangers justement qu'il y a des fois en ligne. Donc il faut un adulte derrière qui s'assure que cet enfant ne fasse pas n'importe quoi. Et à partir d'un certain âge, peut-être justement 14, 15 ans, ça reste à décider, c'est selon la discrétion des parents, eh bien ils peuvent être en mode OK, maintenant tu vas avoir un petit peu plus de liberté. Et puis évidemment, quand ils atteignent 18 ans, alors là, ils sont majeurs, donc là, les parents n'ont pas forcément grand-chose à dire. Un autre souci aussi, c'est qu'ils devraient avoir plus de responsabilités du côté des plateformes. Évidemment, ils ne peuvent pas tout modérer parce que ces plateformes sont énormes, mais ils devraient quand même plus modérer. Je pense que vous avez déjà vu notamment des plateformes comme Roblox, qui est d'ailleurs est en train de chuter très rapidement ces derniers temps, ce qui est pas plus mal. Mais Roblox avait d'énormes problèmes de mini-jeux qui étaient postés sur la plateforme, qui étaient très discutable, surtout très discutable pour les enfants qui y jouaient. Donc, un manque de modération de la part de ces plateformes est justement aussi la seconde partie du problème. Et là, on essaye de... Ouais, la solution à ça, c'est la solution au fait que les parents ne regardent pas à ce que font leurs enfants sur leur téléphone ou autre chose, et le fait que les plateformes en ligne ne modèrent pas assez bien, mais la solution qui est donnée ici, justement, c'est de littéralement peut-être potentiellement, à long terme, ne pas garantir la liberté, même la liberté d'expression de littéralement tous les Français. Et quand vous avez un pays qui fait aussi ce genre de décision, ça a tendance à se propager. Donc ça commence avec la France, et puis ce sera peut-être un autre pays juste à côté, la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, et puis après ce sera au niveau européen. Et ça, selon moi, c'est un énorme problème. Parce que, encore une fois, pour protéger une plus petite partie de la population, on va mettre en place un système qui potentiellement met en danger entre guillemets, le reste de la population. Donc ça, je ne suis pas un énorme fan. Ensuite, on a la saga des leaks sur GTA 6 qui est, selon moi, assez incroyable. Alors, je vais pas montrer des vidéos leaks ou des images leaks qui viennent justement de tous ces leaks. Je tiens à le préciser, mais c'est pas très compliqué de les trouver en ligne. Donc, pour ceux qui sont intéressés, voilà, faites comme vous voulez. Mais en gros, ça a commencé par le fait qu'évidemment, GTA 6 n'allait pas avoir de version disque. Un sujet qui fait énormément polémique, évidemment, surtout aussi avec PlayStation. Et beaucoup de gens sont juste mécontents de cette décision. Et dans ces gens mécontents, vous avez un certain cyberleak qui est peut-être une personne, peut-être un groupe de personnes, on ne le sait pas vraiment. Ça donne l'impression que c'est une personne, mais vu les capacités un petit peu de cyberleak et tout ça, ça pourrait être un groupe de personnes, on ne sait pas trop. Dans tous les cas, Cyberleak a commencé à poster des leaks justement de GTA 6 en disant que Rockstar ne voulait pas faire une version physique parce qu'ils avaient peur des leaks. Eh bien, je vais juste leak moi-même le jeu pour les punir de ne pas faire justement une version physique. Donc ils avaient aussi une petite liste de demandes par rapport à ça, justement garantir du contenu en solo, pas toujours en multijoueur, et justement avoir une version physique. Et donc, si ces demandes ne sont pas justement satisfaites par Rockstar, eh bien Cyberleak allait continuer de leaker des informations par rapport à GTA 6. Et ça a commencé doucement, hein, c'était des petits leaks, et puis ça a très vite pris en ampleur. Ils ont leaké juste des vidéos qu'on voyait dans le jeu, on a vu aussi une image de la carte du jeu, et puis on a même vu, et c'est là que ça commence à vraiment prendre, encore une fois en ampleur, une vidéo où le leaker écrit quelque chose avec des balles dans le jeu et il écrit leak. Ce qui semblerait indiquer que les leakers ou le leaker ont accès à un build du jeu. Ils peuvent jouer actuellement au jeu et créer autant de contenu qu'ils le veulent. Et ils ont aussi récemment montré qu'ils avaient même des cinématiques dans le jeu. Ça ne veut pas dire forcément qu'ils ont la dernière version de l'histoire ou la dernière version du jeu. Peut-être qu'ils ont une ancienne version, on ne sait pas trop. Mais une chose est sûre, ils ont probablement accès à une version jouable. Ou peut-être qu'il y a plusieurs théories. Peut-être qu'ils ont eu accès au jeu à une époque parce qu'il y avait une phase de bêta-test ou autre chose. C'est tout à fait possible. Peut-être qu'ils travaillaient chez Rockstar avant ou autre chose. Ils ont réussi à avoir une personne là-bas.
et que cette personne-là a juste fait ce genre de vidéo par le passé, notamment le leak. Évidemment, Rockstar n'est vraiment pas content à cause de ces leaks. Ils ont justement fait des requêtes d'informations au niveau juridique auprès de certaines plateformes pour justement essayer de trouver l'identité de cette personne ou de ces personnes derrière Cyberleak. Donc, il y a certainement une partie judiciaire qui est en cours derrière. Donc, déjà, première chose, allez voir des leaks, genre des images, des vidéos, vous faites ce que vous voulez évidemment, mais juste faites attention de ne pas aller voir sur n'importe quel site non plus. Et aussi, ne téléchargez pas un exécutable qui vous dit que c'est la version jouable de GTA 6. Même si ça leak réellement, je vous déconseille de le faire parce que vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Ça pourrait être rempli de virus, littéralement. Donc vraiment, faites très attention à ça. Et je ne dis pas ça pour protéger Rockstar parce que selon moi, Rockstar est une très mauvaise entreprise. Ils sont motivés. Le truc, c'est incroyablement ironique. J'ai joué personnellement à GTA 2, GTA 3, j'ai joué à GTA Vice City, GTA San Andreas, GTA 4, GTA même China Wars et GTA 5. Donc j'ai joué à pratiquement tous les GTA qui sont sortis. Je pense que le seul que j'ai pas joué, c'était le premier et GTA London qui existait à une époque. Et c'est assez ironique de voir que dans beaucoup de ces GTA, surtout les avant GTA 5, Rockstar se moquait souvent de sociétés comme Rockstar. Même dans GTA 5, en réalité, ils se moquent de sociétés comme Rockstar. Donc, ils sont devenus l'entreprise qu'ils moquaient dans leur jeu, ce qui est, selon moi, juste incroyable à quel point ils sont déconnectés. Mais bon, des fois, quand vous avez une entreprise qui fait tellement d'argent, voilà, leur motivation change très très vite. Une chose est sûre, oui, je ne suis pas un grand fan de Rockstar. Donc, je ne dis pas ça pour les protéger, je dis ça parce que réellement, il pourrait avoir des virus et vous pourriez avoir juste des problèmes avec votre PC, donc ne le faites pas ça. Il y a aussi tout un débat sur Cyberleak parce que certaines personnes disent: «Oh, cette personne ou ce groupe de personnes, ils font une bonne chose parce que, ben, justement, ils montrent à Rockstar qu'ils sont devenus trop motivés par l'argent ou autre chose». Mais d'un autre côté, Cyberleak, voilà, leurs intentions ne sont pas tout à fait pures non plus. Notamment, ils collectent des donations et surtout, ils mettent en avant une crypto-monnaie qui est très discutable. Donc, comme vous pouvez voir, personne n'est parfait. Vous avez Rockstar qui est clairement pas une bonne entreprise et Cyberleak qui n'est pas forcément une très bonne personne, ou en tout cas leurs intentions ne sont pas aussi pures qu'ils le font paraître. Mais une chose est sûre, très intéressant de voir ça. Très intéressant aussi de voir toutes les blagues faites en rapport avec ça, notamment sur Reddit. Et maintenant, c'est l'heure des deals à la semaine. On a quelques deals assez intéressants selon moi, comme d'habitude, des écrans à chaque fois. Mais on a aussi du matériel PC, donc pour faire un PC, donc ça c'est intéressant. Et on commence directement avec un écran OLED, c'est le Odyssey G5. J'avais déjà montré. Apparemment, le lien que j'avais mis sur Fnac ne marchait pas. Je sais pas pourquoi, parce que chez moi, il marchait, donc j'ai pas trop compris. Dans tous les cas, vous l'avez sur Rue du Commerce. Ce n'est pas un lien affiliate. Je ne suis pas affiliate Rue du Commerce, donc je le mets parce que c'est selon moi un très bon deal. 279 euros, 27 pouces, OLED, 1440p, 180 Hz. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de plus? À ce prix-là, ça vaut vraiment la peine. Vous avez aussi, en réalité, un petit peu plus cher chez Amazon. Ça, c'est un lien affiliate par contre. Donc, si vous l'utilisez, ça permet de soutenir la chaîne. Merci. Et là, vous avez un écran, encore une fois, 27 pouces. En réalité, 26,5 pouces. C'est du 27 pouces. 1440p, 240 Hz. Et c'est un écran QD OLED. Donc, QD OLED a ses avantages. Certaines personnes préfèrent le QD OLED, certaines personnes préfèrent le WOLED. Mais pour moi, le QD OLED est très bon, surtout si vous êtes dans une pièce plus sombre. Et pour le prix, surtout là, c'est 349 euros pour un tel écran, c'est juste excellent. Ensuite, on a de la carte mère en promotion. Vous avez Asus en réalité qui fait pas mal de promotions pour la rentrée. Ce n'est pas sponsorisé par eux, je tiens à le préciser. Par contre, le lien affilié vers cette carte mère permet de soutenir la chaîne, donc merci d'avance. Et là, vous avez, selon moi, tout ce qu'il faut dans une carte mère. Déjà, c'est la gamme TUF qui est excellente. Pas d'extra qui servent à rien, mais vous avez tout ce qu'il faut. C'est du B850E, donc très récent, PCI Express 5.0. Vous avez le Wi-Fi, il y a tout ce qu'il faut. Il y a une très bonne sélection de ports à l'arrière. Et encore une fois, pour 139 euros. Et en ce moment, ils ont aussi des offres de cashback. Donc, vous avez les promotions Asus et en plus de ça, ils ont un cashback. Alors, il n'y a pas de cashback sur cette carte mère en particulier, ce qui est un peu dommage. Mais il me semble que celle-là en a. Et c'est aussi. Alors, l'intérêt de cette carte mère, c'est du micro ATX. Elle est plus chère que l'autre, donc moi je prendrais l'autre. Mais si vous êtes coincé avec un boîtier micro ATX, ça peut valoir la peine. Et si vous avez acheté un produit Asus récemment ou vous comptez en acheter un, regardez sur leur site. Alors non, celle-là n'a pas de cashback, dommage. Mais vous avez pas mal de choses qui ont du cashback, comme vous pouvez voir pas mal de cartes mères. Vous avez du coup tout ce qui est carte graphique,
écran, bloc d'alimentation, il y a tout. Il y a vraiment tout et n'importe quoi. Donc, si vous avez acheté un produit Asus récemment, regardez, il y a du cashback en plus des promotions qu'il y a sur Amazon. Donc, vous pouvez coupler les deux et là, vous pouvez avoir vraiment des produits pour vraiment moins cher. Mais 139 € pour cette carte mère, c'est déjà un très bon prix hein, pour de tels specs. Oui, la RAM coûte cher, mais si vous pouvez avoir la carte mère pour beaucoup moins cher, ça compense un petit peu. Et si vous avez besoin d'une alimentation avec la carte mère notamment, vous avez ici une alimentation d'MSI qui est juste excellente, 850 watts, full support de la TX 3.1 et du PCI Express 5.0. Donc vous avez le fameux connecteur 12 pins qui est juste ici. Très bonne qualité de construction sur cette alimentation. C'est une de leurs meilleures gammes. On a aussi un petit deal sur le Elgato Stream Deck Plus, un de mes préférés personnellement. Je l'ai juste ici, c'est celui que j'utilise pour justement contrer la caméra. Et il est juste excellent. Vous pouvez acheter aussi l'accessoire pour avoir l'entrée XLR, donc ça c'est très pratique. C'est d'ailleurs aussi celui que j'utilise quand je suis en voyage, parce que comme ça j'ai un Stream Deck et une entrée XLR combinés en un seul truc. Et pour 159 €, voilà, ça reste un investissement. Les produits Elgato sont toujours plus chers, mais dès que vous êtes dans l'écosystème Elgato, il y a cette facilité qui fait que c'est juste génial en fait. Et sinon, on a aussi un petit deal sur Leclerc sur un ordinateur portable. Alors, j'ai pas de lien affilié de Leclerc, je tiens à le préciser. Donc, si vous utilisez le lien, je ne gagne rien. Mais le deal était très intéressant. C'est un ordinateur portable de 15 pouces de chez MSI avec une config gaming. Donc, on a Core i7, 16 Go de RAM, 512 Go de stockage, mais surtout une 5070 pour le prix. Donc, 1299 € pour une 5070, c'est vraiment pas mal. Si vous regardez en ce moment, c'est très compliqué d'avoir mieux que ça. Évidemment, les 16 Go de RAM, c'est un peu dommage, mais si vous pouvez attendre un petit peu ou attendre un deal sur un kit de 16 Go, vous pourrez améliorer ça. Ou en réalité, il faut un kit de 32 Go en vrai, donc ça complique la chose. Mais dans le futur, peut-être que vous pourrez l'améliorer. Mais en attendant, ça peut dépanner. Et surtout pour ce prix-là, ça vaut la peine selon moi. Donc voilà, un petit deal vite fait que je partage sur Leclerc. Encore une fois, je n'ai pas de lien affilié de Leclerc. Mais si par contre vous utilisez les liens Amazon, ça permet de soutenir la chaîne. Donc un grand merci à vous d'avance. Ensuite, nous avons Google qui va bientôt présenter leur Google Book. Ils ont envoyé apparemment des invitations à tout ce qui est un petit peu la presse tech pour un événement qui serait le 15 septembre 2026, donc c'est le mois prochain, c'est très bientôt même d'ailleurs. Et dans cet événement, ils vont certainement présenter justement les Google Books. Donc je vous rappelle que les Google Books, c'est un petit peu le remplaçant des Chromebooks, même si Google indique que les Chromebooks continueront d'exister, certainement comme appareils vraiment pas chers et aussi comme des appareils totalement e-waste qui ne peuvent pas être recyclés facilement. Mais dans tous les cas, le Google Book plutôt, sera au-dessus. Ce sera vraiment un concurrent imaginé au MacBook Neo et à des ordinateurs portables, même Windows. Et il mélangerait en partie Chrome OS, justement, qui vient des Chromebooks, et aussi Android. Donc avoir un système d'exploitation juste plus moderne et qui peut s'adapter mieux à des différents formats. Ça ne veut pas dire que vous allez voir Android disparaître et aussi, encore une fois, Chrome OS disparaître, mais voilà. C'est un petit peu aussi Google, hein. Google, ils aiment bien faire de nouvelles choses, et ils les lancent au mur et puis ils regardent si ça colle. C'est exactement la même chose ici. D'ailleurs, ma lampe derrière mon PC n'est pas allumée. Ah, voilà, c'est mieux quand même. Donc, c'est Google. Ils testent beaucoup de choses et quand ça marche pas, bon, on tire la prise et c'est pas grave. Et des fois, même quand ça marche pas, alors qu'ils ont à peine commencé de tester, ils tirent quand même la prise. C'est toujours un peu le problème de Google. Donc, on verra bien ce que ça donnera. Une des news en parallèle avec ça, c'est qu'il y a des leaks de prix d'un de ces Google Books et il serait à plus de 1000 $. Si c'est réellement le cas, ce serait un prix qui est, selon moi, juste abusé. Évidemment, encore une fois, ce n'est pas un remplaçant au Chromebook, mais le truc, c'est que il faut quand même un prix qui soit attrayant pour les gens. Il faut un prix qui leur dise: «Oh, OK, je peux avoir un ordinateur moderne pour un prix raisonnable». Et quand on voit le MacBook Neo qui est vendu maintenant, évidemment, il a augmenté en prix, mais il est quand même vendu 799 € et aux États-Unis, il est toujours, avec la réduction étudiant, à 699 $. Mais ça va être un énorme concurrent justement à ces Google Books. Donc il faut qu'il soit compétitif au niveau prix, forcément. Donc si réellement la plupart de ces Google Books arrivent à plus de 1000 $, ce sera plutôt mauvais. Surtout que le marché américain, si vous regardez, est moins cher qu'en Europe. Il y a des trucs vraiment illogiques. Vous avez des nouveaux ordinateurs Dell, notamment le Dell XPS, sans aucun nom derrière, le nouveau Dell XPS, qui est un concurrent direct au MacBook Neo. Aux États-Unis, il est vendu le prix d'un MacBook Neo. En Europe, il est vendu plus de 1000 €. Ça n'a aucun sens. Eh bien, si c'est le cas aussi ici, si ça vaut déjà plus de 1000 $ aux États-Unis, imaginez si c'est encore plus cher en Europe. Alors là, personne n'achèterait un Google Book. Ça n'aura juste aucun sens. Surtout qu'ils sont
même si Google évidemment est énorme au niveau d'Android, ces Google Books vont lancer un nouveau marché, ça va être un nouvel acteur dans le marché et donc ils vont devoir convaincre les gens. Et une des bonnes façons de convaincre les gens, c'est soit d'avoir juste un appareil qui est excellent, comme un petit peu l'a fait Apple avec tous les derniers MacBook M, ou juste d'être moins cher et en offrant plus que la concurrence. Donc, visiblement, ici, ils prennent l'alternative d'être quand même cher. Donc, je suppose qu'ils partent du principe que l'expérience utilisateur va être incroyable sur leur Google Book. Pas sûr, ça reste Google. Donc, on verra bien. C'est très prochainement, en tout cas. Je suis curieux quand même de voir ce que ça donne. Mais voilà, je suis un peu dubitatif parce que c'est Google, quoi. Google, encore une fois, ils aiment bien lancer des trucs au mur et puis ils regardent. Ça colle pas, c'est pas grave. Oh, tu utilisais ce service-là qui était génial. Ouais, mais on a décidé que, ben non, il est plus très bien. Donc, on tire la prise. Regardez juste le nombre d'applications de messagerie qu'a fait Google. C'est juste abusé. Et d'ailleurs, un petit peu en parlant de ces ordinateurs portables pas chers, on a eu plus de détails sur la plateforme Snapdragon C. Je vous rappelle qu'on a vu une précédente news comme quoi un des laptops qui arrive avec un de ces nouveaux processeurs coûtait juste beaucoup trop cher pour ce que c'était. Donc là, encore une fois aussi, c'est pas très prometteur. Mais c'est Snapdragon C qui sont basés sur un processeur mobile. D'ailleurs, j'ai regardé un petit peu plus. Donc, c'est pas basé sur la même architecture Orion que vous avez dans les autres Snapdragon. Ce n'est pas la même chose qu'un Snapdragon X1 ou X2. C'est un processeur qui est recyclé. C'est même pas un des derniers processeurs mobiles ultra puissants. Ce n'est pas un Snapdragon 8 Gen 5 ou je sais pas quoi. C'est carrément en plus un processeur milieu de gamme, haut de gamme que vous avez mais dans des appareils mobiles. Donc, déjà, ça, c'est un énorme problème, selon moi, mais imaginons quand même qu'il est suffisamment puissant. Imaginons que, voilà, on a quand même assez de puissance, il est très efficace au niveau énergétique. Et bien derrière, pour faire en sorte qu'il soit populaire, bien sûr, Qualcomm devrait faire en sorte qu'il soit abordable, surtout s'il est vraiment pas très puissant. Donc, selon eux, le prix devrait commencer à partir de 300 $. Bon, est-ce que c'est 300 $ juste aux États-Unis et puis en Europe, ce sera genre 500, 600 €? On ne sait pas. Et au niveau des specs aussi, donc vous avez jusqu'à 8 cœurs CPU, vous avez jusqu'à 16 Go de RAM, parce qu'aller au-dessus serait vraiment inutile. Ça utiliserait aussi de la LPDDR5, LPDDR5X ou même LPDDR4X. Ça, c'est plutôt intéressant parce que ça permettrait d'économiser en utilisant une RAM un peu plus ancienne, mais qui est toujours très puissante. Vous auriez un SSD PCI Express 3.0, ainsi que le support du UFS 2.2, c'est ce qui est plus surtout utilisé dans les smartphones, et même UFS 3.1. Donc c'est un peu un équivalent au système NVMe qu'on a évidemment sur les PC. Et même du Wi-Fi 6 et 6, et même le Bluetooth 6.0. Donc d'un point de vue spec, ok, oui, c'est pas un truc ultra haut de gamme, mais ce serait suffisant pour la plupart des gens. Et ils ont même montré des chiffres de performance où ils se comparent au Intel N250, qui est, voilà, pas le meilleur processeur du monde. Vous le retrouvez dans des Chromebooks ou des mini PC vraiment pas chers. Et on voit que ce Snapdragon C est juste plus puissant. J'ai envie de dire, GG Qualcomm, vous avez dépassé l'un des pires processeurs qu'on peut acheter à l'heure actuelle. Je suppose que c'est un achievement. Et ils montrent aussi qu'ils sont évidemment beaucoup plus efficaces au niveau énergétique. Ça, c'est certainement le cas, vu que les processeurs ARM sont en général beaucoup plus efficaces que les processeurs x86 pour à peu près le même niveau de puissance. Et là, vous pouvez voir que dans toutes les différentes tâches qu'ils montrent ici, ils étaient tout simplement plus efficaces pour YouTube, Netflix, ce genre de choses. Et il y a plus de slides, encore une fois, où ils comparent, ils montrent leurs partenaires. Donc, globalement, je n'ai rien contre les Snapdragon C. Le problème, c'est ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, les Snapdragon C vont aussi bien coûter très cher. Si c'est pour payer 600, 700 € pour un ordi portable avec un Snapdragon C, non merci. Ça doit être vraiment quelque chose qui concurrence, encore une fois, les Chromebooks ou les ordinateurs Windows vraiment pas chers. Ça doit être même en dessous d'un MacBook Neo, parce que le MacBook Neo est beaucoup plus puissant que ça. Le MacBook Neo, même si c'est un processeur mobile qu'il utilise, c'est le processeur mobile que vous aviez dans le dernier iPhone Pro. C'est un processeur très puissant d'un point de vue, si vous regardez le milieu des smartphones. Ici, c'est même pas le cas. Donc, oui, Qualcomm, ne faites pas la même chose que vous avez fait avec les Snapdragon X1 et X2. Faites en sorte que ce soit réellement abordable. Je sais que vous ne voulez pas cette image de cheap, genre les gens se disent «Ah, Qualcomm, c'est cheap». Mais le truc, c'est que si vous décidez de ne pas avoir cette image-là et que vos produits coûtent juste trop cher, personne ne va les acheter. Et si personne les achète,
vous n'allez pas prendre des parts de marché, donc bonne chance. Donc ouais, bref, dans tous les cas, voilà, Qualcomm, bougez-vous les fesses. Ensuite, nous avons Dell qui commence à se bouger les fesses, justement. Ils ont annoncé le Dell 15. Voilà, c'est son nom. Il y a rien d'autre derrière. Ne m'en demandez pas. Il y a un autre code quand même. En réalité, c'est le Dell 15D15 261. Et c'est un ordinateur qui va clairement concurrencer, encore une fois, le MacBook Neo. C'est apparemment la mode en ce moment, faire mieux que le MacBook Neo pour le même prix. Et on avait vu le Dell XPS qui arrivait à faire mieux que le MacBook Neo pour le même prix. Mais aux États-Unis, ok, il était très abordable, mais en Europe, juste un énorme prix. Ce Dell 15 sortira avec des processeurs Wildcat de Intel, qui sont des très bons processeurs, très efficaces au niveau énergétique, et ce pour un prix annoncé de 699 $ et 749 euros. Ça reste cher pour un ordinateur avec de tels specs, bien souvent, surtout quand vous voyez qu'il y aura 8 Go de RAM, mais c'est le prix d'un MacBook Neo, surtout en Europe. Donc on a enfin un vrai concurrent de la part justement de Dell ici. Et donc, ce Dell 15, c'est un 15 pouces, 15,3 pouces. Comme j'ai dit, il a Wildcat, donc vous aurez le choix entre le Core 3, 304, le 320 et le 350. Évidemment, le modèle à 749 € aura le plus petit de ses processeurs, donc ça, il faut en tenir compte. Le plus petit des processeurs, si je me souviens bien, il a 5 cœurs. Il a 1 cœur haute performance, 4 cœurs haute efficacité énergétique. C'est suffisant pour la bureautique. C'est suffisant pour le marché que ça vise. Vous pourrez même monter jusqu'à 32 Go de DDR5, mais là, c'est selon moi assez abusé pour un tel appareil, même si la version Core 7 est évidemment beaucoup plus puissante, plus de cœurs. Mais dans tous les cas, voilà, 15 pouces, IPS, c'est même du 16 dixièmes, ce qui est plutôt intéressant. Une bonne luminosité, l'ordinateur est pas trop lourd, 1,5 kg. On a une bonne connectique et tout ça. Une batterie qui est 41 Wh avec un tel processeur, ça ira. Et comme j'ai dit, le prix démarre à un prix qui est acceptable. Après, vous montez très vite, comme vous pouvez voir. Donc, le 304, lui, est vendu, encore une fois, 749 €. Mais si vous prenez le 350, qui est le plus gros, là, vous allez vite monter à 998 €. Dans tous les cas, si réellement il est à ce prix-là, ça va. Mais le truc, c'est que on en a déjà parlé plein de fois par le passé. Déjà, 8 Go de RAM sur Windows, bonne chance. Et puis, la force du MacBook Neo, c'est pas ses specs, parce que les specs sont voilà, très modestes. La force du MacBook Neo, c'est l'écosystème. Vous avez des specs, peut-être modestes, mais qui sont suffisantes. Vous avez un processeur ARM très efficace au niveau énergétique. Vous avez un ordinateur qui est très bien construit, châssis en aluminium et tout ça. Facile à réparer aussi, genre la batterie, tout ça, très facile à remplacer. Et puis, vous avez macOS qui tire parti de tout ça, qui arrive à tirer parti de ces 8 Go de RAM. Est-ce que vous allez éditer des vidéos 4K dessus? Non. Mais pour un étudiant, largement suffisant. Et donc, c'est ça qui fait la force du MacBook Neo. Je le répète à chaque fois, mais vraiment, c'est le package en entier. Ici, même si Dell sort le meilleur ordinateur avec des specs incroyables pour le prix par rapport au MacBook Neo, Windows derrière continue de juste voilà, les ralentir, de les empêcher de vraiment dépasser Apple. C'est cool d'avoir plus d'options, mais je m'attends pas non plus à ce que ça soit vraiment un concurrent intéressant au MacBook Neo. Ensuite, la prochaine news concerne un problème avec Geekom. Vous avez un utilisateur qui voulait télécharger un driver. Ils ont été sur la page officielle de Geekom. Ils ont téléchargé un fichier et en faisant un petit scan de virus, ils ont détecté que ce fichier de driver était plein de virus, carrément des malwares plutôt puissants. Vous pouvez voir d'ailleurs que le score Virus Total, qui est un site très connu pour faire ce genre d'analyse, était de 63 sur 70. Plus le score est haut, moins c'est bon. Ce n'est pas une bonne chose qu'il soit aussi haut. Donc pas une bonne chose pour Geekon, on va être très honnête là-dessus. Je tiens aussi à préciser que par le passé, j'ai fait des contenus sponsorisés pour la marque. Donc par souci de transparence, je le dis. Mais même si j'ai travaillé avec la marque, s'ils font ce genre d'erreur, pour moi, pas de passe gratuit, ils sont traités de la même manière que n'importe quelle autre entreprise et c'est une assez mauvaise chose. Alors la marque a répondu du coup en anglais ici, vous pouvez voir c'est ça leur réponse. Et la réponse est un petit peu étrange parce que ça se résume, et je vous laisse lire pour ceux qui veulent vraiment le lire en anglais, mais ça se résume vraiment à oh non mais c'était des fichiers qui n'étaient pas à jour sur une ancienne page. Donc, en fait, c'est pas grave. On a retiré les fichiers depuis, ne vous inquiétez pas. Aussi, ça n'affecte pas les PC actuels et tout ça. Voilà, c'est des anciens fichiers qu'on a oublié de retirer. Le truc, c'est que, alors je ne sais pas si c'est parce que leur réponse en anglais est mal traduite. Ça arrive des fois. J'ai le cas quand j'interagis avec des entreprises chinoises. Le problème, c'est que des fois, même leurs contacts qui sont censés parler anglais, leur anglais n'est
pas le meilleur. Il est un petit peu cassé en quelque sorte. Donc je ne sais pas s'il y a un souci justement du chinois vers l'anglais ici qui fait que ils utilisent des mots qu'ils ne devraient pas utiliser parce que voilà, ils ne devraient pas dire: «Ah, on a oublié de supprimer le virus. Oh, on est vraiment désolé. Vous n'étiez pas censé voir qu'il y avait un virus sur notre serveur». Vous voyez, ça fait un peu penser à ça. Donc je ne sais pas s'il y a un problème de traduction ou juste la façon dont ils parlent, mais ouais, c'est pas très bon de juste avoir des virus hébergés sur leur site. On ne sait pas d'où ils viennent. Ils disent que ça n'affecte pas les PC, les mini PC en tant que tels, parce que eux arrivent avec une version saine de Windows qui n'a pas ces virus-là. À voir si c'est vraiment le cas. Bon, en réalité, beaucoup de ces mini PC ont pas mal été testés. Et il y a justement, depuis une affaire avec Ace Magic notamment, vous avez beaucoup de gens qui testent ces mini PC qui regardent justement s'il n'y a pas des virus dessus, parce qu'il y a eu toute une polémique avec Ace Magic. Donc, on aurait vu déjà une polémique là-dessus. Ça semble être vraiment plus, voilà, quelque chose qui arrive avec le site de driver. Est-ce que c'est eux qui ont téléchargé ou qui ont récupéré un driver au mauvais endroit qui contenait le virus? Ou est-ce que c'est eux qui ont décidé de mettre le virus? On ne sait pas trop. Une chose est sûre, quelqu'un a fait une bourde, le virus a fini sur un serveur officiel de fichiers de Geekom, et certaines personnes certainement l'ont téléchargé. Donc leur excuse, voilà, pour moi un petit peu bancal là-dessus. À voir aussi comment ils vont réagir dans le futur. Certainement, avec ce qui vient d'arriver là, vous allez avoir encore plus de gens qui vont justement regarder au mini PC Geekom pour voir si justement il y a des virus préinstallés avec le système. Mais le truc, c'est que ma règle d'or avec souvent, même tous les systèmes en vrai, parce que des fois vous allez acheter un ordinateur portable d'une marque connue pourtant, et ça va être, ils vont préinstaller des choses qui, des fois, sont limite des virus, surtout des antivirus, genre McAfee ou autre chose. Pour moi, c'est limite un virus. Et moi, bien souvent, ce que je fais, surtout avec un mini PC, je réinstalle Windows. Je repars de zéro, clean. Je sais exactement ce qu'il y a dessus. J'installe moi-même les drivers et je prends les drivers officiels des constructeurs de chaque pièce, le CPU, le GPU, la carte Wi-Fi, tout ça. Et ça, voilà, ça donne plus de garantie derrière. C'est quelque chose que je fais personnellement, mais c'est pas quelque chose que tout le monde va faire. Et c'est ça aussi le problème ici. C'était un fichier officiel sur leur site, donc ils auraient dû faire beaucoup plus attention. Encore une fois, est-ce que c'était voulu de leur part ou est-ce que c'est vraiment de l'incompétence? C'est à vous d'un peu de décider ici. Une chose est sûre, ça donne pas envie de travailler avec la marque dans le futur, donc ouais, je peux vous le dire que je ne ferai plus de contenu sponsorisé pour Geekom en attendant parce que voilà, pour moi c'est assez problématique. Ensuite, la prochaine news concerne Framework. Ça fait référence à une news de la semaine dernière sur le fait que vous avez Lenovo la semaine dernière qui avait sorti une mise à jour de BIOS qui briquait notamment leur console, la première Lenovo Legion Go. Ici, Framework a fait un petit peu la même erreur. Ils ont sorti un BIOS pour le framework laptop 13, donc ça ne concerne pas le 16 ou le 12, et ça concerne seulement les cartes mères avec un Ryzen 7000. Donc, et du coup, chez certaines personnes, en flashant ce dernier BIOS, ça pouvait briquer la carte mère. Alors au début, je pense qu'ils n'ont pas remarqué qu'il y avait un problème, donc quand ça arrivait à quelqu'un, ils ont juste dit «Oh, vous pouvez racheter une carte mère». Depuis, ils ont répondu comme quoi, évidemment, ce n'est pas une bonne chose. Ils ont retiré le BIOS et ils offrent remplacement déjà pour toutes les personnes qui sont encore sous garantie, mais aussi normalement pour les personnes qui sont hors garantie, ce qui est logique. Et ils le disent s'ils ont installé évidemment ce BIOS en particulier. Il y a une petite défense qu'ils ont dans la façon dont ils parlent, et ça a déjà été utilisé par le passé, mais si vous installez un BIOS bêta, là bien souvent vous n'êtes pas forcément protégé au niveau du fait que si ça brique votre carte mère, ils vont la remplacer. Mais ici, c'était pas un BIOS bêta, c'était un BIOS officiel. Donc si vous avez installé ce BIOS, officiel, qui n'était pas bêta, et que votre carte mère s'est retrouvée briquée, et que vous êtes hors garantie, selon eux, à voir si c'est réellement le cas, ils vont remplacer la carte mère. Donc c'est assez différent de Lenovo qui, eux, ils étaient en mode «Hey, paye 250 € pour flasher le BIOS», alors que ça requiert juste une petite pince. D'ailleurs, oui, quelqu'un l'a dit dans les commentaires, vous n'êtes même pas obligé de se retirer la puce du BIOS, vous pouvez vraiment juste utiliser une pince. C'est une sorte de pince alligator qui alligator, je sais même pas comment ça s'appelle en français, qui se met par-dessus les pins de la puce BIOS et ça permet de flasher la puce BIOS avec tout simplement un autre appareil. Donc c'est très facile à faire, ça prend pas beaucoup de temps et ça ne coûte clairement pas 250 € et surtout, voilà, c'est un petit peu de leur faute. Ici, Framework semble un peu mieux réagir, mais le fait qu'ils ont
Il y a des utilisateurs qui ont indiqué que le support framework leur avait dit de racheter une nouvelle carte mère. Ça, je trouvais un peu, voilà, vraiment bancal. Maintenant, évidemment, qu'ils ont remarqué que c'était un petit peu de leur faute, ils semblent réagir de la meilleure façon, mais à voir. À voir vraiment s'ils honorent justement le fait de remplacer les cartes mères affectées, même si elles sont hors garantie. Et on a d'ailleurs une autre petite news au niveau de framework, et ça concerne le laptop 12, parce qu'ils ont update le laptop 12 avec Wildcat et même le Wi-Fi 7. Donc les mêmes processeurs qu'on voit justement dans les concurrents du MacBook Neo arrivent dans le framework laptop 12. Donc vous avez le Core 3 304, le Core 5 320 et le Core 7 350. Et le truc, c'est que les prix sont pas les plus abordables comme c'est d'habitude avec Framework, c'est un peu le problème ici. Je pense que si vous configurez un Framework Laptop 12 avec même le plus petit des processeurs, ça va vous coûter, voilà, basiquement plus de 1000 euros. Et pas forcément avec une énorme quantité de RAM, genre même 8 gigas de RAM. Donc, c'est un peu le problème de Framework, c'est que leurs laptops 12 sont très bons, et ils sont encore meilleurs du coup maintenant avec ces processeurs. Ils ont update le laptop 13 avec les Panther Lake. Ils ont toujours gardé le fait de pouvoir upgrade la RAM, ce qui est génial avec la RAM justement LPCAM. Leur framework laptop 16, lui, mérite une upgrade. Il est clairement, surtout pour le même prix, inférieur aux autres concurrents. Mais voilà, le modèle 13 pouces dans sa dernière version et 12 pouces, ils sont vraiment aussi bons que leurs concurrents pour le même genre de châssis. Le seul souci, c'est qu'ils coûtent plus cher. Alors oui, vous avez le truc que vous avez toutes les pièces de remplacement et tout ça, mais le truc, c'est que chez certaines personnes, c'est pas un argument forcément commercial parce qu'ils ne savent pas de toute façon réparer leur PC. Et donc, eux, ils regardent juste au prix. Et même si Framework a un très bon laptop, qui est aussi bon que la concurrence, ils sont juste beaucoup plus chers. Et c'est le cas avec le laptop 12. C'est un concurrent au MacBook Neo qui coûte beaucoup plus cher que le MacBook Neo. Donc, ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour beaucoup de gens. Ça a plus d'intérêt pour les gens qui comprennent le principe qu'on peut le réparer. Et c'est un énorme principe parce que si vous regardez, j'ai regardé notamment récemment sur eBay, j'ai juste tapé Framework Laptop 13 sur eBay. Il y a presque rien en vente au niveau Framework Laptop. Il y a des pièces de remplacement, mais vous ne pouvez pas vraiment acheter un de ces ordinateurs. Et c'est pour une bonne raison. Bon, déjà, il y en a moins vendus que d'autres ordinateurs, d'autres marques, mais c'est surtout au niveau du fait que si vous possédez un de ces laptops, ils sont un peu increvables en quelque sorte. Parce que si quelque chose casse, vous pouvez le remplacer facilement. Et en temps normal, quand quelque chose casse ou si vous voulez changer parce qu'il devient moins puissant, ben oui, vous le mettiez en vente. Mais là, vous pouvez juste changer la carte mère s'il manque de puissance. Vous pouvez upgrade vers le dernier processeur. Donc je pense que beaucoup de gens font ça justement avec leur framework laptop 13 et même le 16 pouces et bientôt même le 12 pouces maintenant qu'il a sa première upgrade. Ça donne une possibilité de garder l'ordinateur. Et c'est là que le fait d'investir plus au départ paye un petit peu plus parce que maintenant, vous pouvez juste acheter la carte mère toute seule et upgrade votre ordi et maintenant, il est beaucoup plus puissant. Donc, voilà, c'est un investissement en quelque sorte. C'est pas pour tout le monde. Il y a aussi le problème, comme j'ai dit, avec la mise à jour BIOS. Donc, à voir comment, au fil des semaines, justement, Framework réagit par rapport à ça. Encore une fois, il semble faire la bonne chose et remplacer les cartes mères affectées, mais à voir s'ils continuent de le faire. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire pour l'autre news, je reviens très vite. Ils ont aussi fait ils sont en train de faire une nouvelle mise à jour BIOS qui va inclure un système qui permet de avoir une sécurité justement quand la mise à jour BIOS ne réussit pas. Pourquoi ils n'ont pas fait ça avant? Je ne comprends pas, mais maintenant ça va être en place. Il y aura justement une protection dans les frameworks laptop 12, 13 et 16 pouces pour empêcher de juste corrompre le BIOS et de se retrouver avec une carte mère briquée. Encore une fois, ils auraient dû déjà le faire. Hein, je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas aussi pourquoi vous n'avez pas plus d'entreprises qui utilisent deux puces BIOS pour éviter ce souci-là. Surtout Framework qui est dans l'optique de hey, vous pouvez réparer votre PC, il dure dans le temps et tout ça. Pourquoi ils n'ont pas fait ça avant? Voilà, discutable. Mais au moins maintenant, ça arrive. Ensuite, nous avons une petite news Linux assez intéressante qui concerne Bazzite 44. Donc Bazzite 44 était déjà sorti surtout pour les PC fixes. Maintenant, ils ont fait des mises à jour très importantes et très intéressantes qui permettent de mieux supporter les appareils mobiles pour cette version 44. Donc elle sort officiellement maintenant pour justement ces appareils mobiles. Et surtout, elle apporte des choses qui sont juste bons pour tout le monde. Notamment, ce sera la première version de Bazzite qui utilise le kernel Linux 7.2.0 qui vient du Open Gaming Collective. Donc le Open Gaming Collective, c'est un groupe qui
reprend plusieurs justement équipes de développement qui travaillent sur des distributions faites pour le gaming sur Linux. Et ils ont justement fait en sorte de, mais au lieu de développer chacun de leur côté des choses qui améliorent ces différentes distributions, ils se mettent ensemble justement pour améliorer le gaming sur Linux. Et donc ça profite aussi à tout le monde parce que ça va être intégré forcément de manière générale à Linux. Donc ici, c'est la première version de Bazel qui utilise ce noyau. Et vous avez aussi d'autres nouveautés assez intéressantes. Une meilleure gestion de la VRAM, notamment quand vous commencez à manquer de VRAM, le système gérera mieux ça et utilisera mieux la mémoire du système. Parce que jusqu'à maintenant sur Bazel, apparemment, si vous manquiez de VRAM, bien souvent, le jeu allait vouloir allouer plus de VRAM. Il allait dire: «Ah, j'ai besoin de 9 gigas», mais peut-être que votre carte graphique en avait seulement 8. Et là, le jeu crachait en fait. Ici, au lieu de faire ça, cette VRAM manquante va être allouée dans la mémoire système. Ça va être plus lent forcément, mais ça va pas cracher. Donc ça va faire un petit peu ce que fait Windows au final. Donc comme vous pouvez voir, voilà, petit à petit, Linux commence à s'améliorer vraiment pour justement le gaming. On a aussi une meilleure gestion de l'HDMI 2.1, ce qui est assez important, notamment au niveau du VRR, donc le taux de rafraîchissement variable. Et surtout, le plus important selon moi, un meilleur support du multi-GPU et un meilleur support d'NVIDIA. Mais surtout le multi-GPU. Je l'ai vu, j'ai mis Bazzite sur mon G14, qui est un très bon ordi portable, mais avec la version actuelle en tout cas, il faut que j'update vers cette version-là. Des fois, il y a juste un petit peu des soucis avec la gestion du multi-GPU. Le GPU dédié ne se met pas toujours en veille, ou il reste semi-actif, il s'active par moment, et ça peut utiliser davantage la batterie et faire un petit peu plus chauffer le PC, ce qui, voilà, je ne veux pas forcément ça. Et quand j'essaie de changer le mode pour changer justement vers le mode hybride, vers un mode où j'utilise entièrement le GPU, ou surtout quand je veux justement désactiver le mode hybride, des fois ça ne se faisait pas. Ici, ils ont un nouveau panel apparemment qui permettra de mieux gérer justement le multi-GPU, de mieux gérer aussi votre GPU NVIDIA, ce qui est une très bonne chose, et donc juste d'avoir une meilleure expérience en fait. Ils avaient encore plus de nouveautés dans cette version 44 de Bazzite, donc si vous avez un ordinateur sur Bazzite, voilà, si vous aviez des petits problèmes par-ci par-là, surtout au niveau de NVIDIA ou du multi-GPU, il est peut-être temps justement d'update vers cette dernière version parce que visiblement, elle semble vraiment améliorer les choses. Donc moi, je vais la mettre sur mon G14 et je vais voir justement ce que ça va donner. Une autre news d'ailleurs Linux assez importante, c'est le fait que vous avez Epic Game Store qui va arriver enfin sur Linux. Donc Epic dit que ça va arriver bientôt, donc c'est pas encore, vous pouvez pas le télécharger maintenant tout de suite, malheureusement, mais ils ont indiqué qu'ils étaient en train de travailler dessus, un petit peu comme GOG d'ailleurs aussi, qu'ils ont indiqué récemment qu'ils travaillaient dessus. Donc très bonne news. C'est pas juste Steam maintenant, ça va être GOG, ça va être Epic Game Store. Et même si vous n'êtes pas le plus grand fan du Epic Game Store, ça permet juste d'avoir plus d'alternatives sur Linux et c'est toujours une bonne chose. Même si j'aime beaucoup Steam, voilà, avoir un monopole sur le gaming sur Linux serait une mauvaise chose. Ici, on veut justement plus d'acteurs. Et surtout, c'est assez important parce que ça veut dire que Fortnite, qui est un jeu très populaire, même si vous ne l'aimez pas, va certainement avoir un meilleur support de Linux, surtout au niveau de son anti-cheat qui supportera pleinement maintenant Linux. Parce que forcément, s'ils sortent l'Epic Game Store, ce serait un peu bizarre qu'il n'ait pas Fortnite également sur Linux. Maintenant, ça, c'est pas confirmé, il faudra voir si vraiment ils le font, mais ce serait logique. Donc, comme on peut voir, le gaming sur Linux continue de faire du progrès, et même si ça reste une minorité de gens sur Linux pour le moment qui jouent aux jeux vidéo, si ça continue de progresser comme ça va faire un petit peu effet boule de neige, surtout avec Windows qui fait de la merde derrière. Et au bout d'un moment, ça va juste pas s'arrêter. Ça va continuer de progresser de plus en plus vite, et plus en plus de personnes passeront dessus. Et ça, c'est une étape importante. Plus de stores, plus d'acteurs officiels du gaming sur Linux. Ensuite, on a une news qui concerne les mini-PC, quelque chose qui me tient à cœur, mais qui forcément n'est pas le plus intéressant pour tout le monde, mais voilà, je tenais quand même à en parler. Vous avez Minisforum qui a lancé un nouveau PC de 8,47 litres, donc c'est assez petit, mais c'est pas non plus le plus petit. Vous avez beaucoup de boîtiers Minitx qui arrivent à rester en dessous justement de même la barrière des 8 litres, même des boîtiers que vous pouvez acheter facilement vous-même. Dans tous les cas, ça reste quand même compact. Et au niveau de la config, et c'est ça que c'est intéressant, vous aurez un Ryzen 9 8945HX, donc processeur mobile mais utilisé dans un mini PC. Et surtout, vous aurez soit une RX 9060 XT ou une RTX 5060. Et le truc, c'est que vous pouvez le voir, la RTX 5060 low profile avec 3 ventilateurs, on la connaît bien. Vous l'avez dû la voir dans différents mini PC. Mais ce mini PC est compatible aussi avec la 9060 XT. Et ça utilise aussi une version low profile de la 9060 XT
qui a 3 ventilateurs et fait 2 slots. Donc une très petite version de cette 9060 XT qui n'existait pas vraiment jusqu'à maintenant. On avait vu une news en début d'année par rapport à cette carte, qui est une marque chinoise travaillait dessus. Eh bien, c'est la même marque qui fait justement cette carte et elle est en train d'arriver justement sur le marché. On ne sait pas vraiment si vous pourrez l'acheter facilement. J'aimerais bien pouvoir l'acheter personnellement parce que c'est une carte très intéressante. Mais dans tous les cas, le Miniswarm ici, ce mini PC Miniswarm sera un des premiers à l'utiliser. Et c'est même la version 16 Go de la 9060 XT, donc pas la version 8 Go. C'est aussi très intéressant selon moi. Et un point important, c'est que la 9060 XT normalement consomme plus qu'une RTX 5060, elle est aussi plus puissante. Donc c'est à se demander si ce sera bien refroidi. Apparemment, selon les commentaires que vous avez en bas, vous avez des personnes qui ont déjà un petit peu testé cette carte et elle surchauffe. C'était un peu prévisible, elle surchauffe. Maintenant, si vous êtes prêt à peut-être faire de l'undervolting, ce genre de choses, il y a peut-être moyen de l'optimiser, selon moi, pour faire en sorte que elle tourne bien, en fait. Je suis sûr et certain qu'elle pourrait bien tourner si elle est bien optimisée. Donc à voir. Une chose est sûre, je suis très intéressé justement par cette mini carte graphique. Ensuite, nous avons un leak du Steam Frame qui vient directement de Valve, sans faire exprès. Dans le client ARM apparemment de Steam, il y avait une vidéo qui incluait tout simplement un unboxing du Steam Frame. Le Steam Frame, c'est évidemment le nouveau casque de réalité virtuelle de la marque qui arrive très bientôt. Et une des particularités de ce casque, c'est qu'il a un processeur ARM directement intégré. Donc un petit peu comme l'Apple Vision Pro. Et comme vous pouvez voir, oui, la vidéo inclut littéralement l'unboxing complet pour montrer tous les accessoires qui sont disponibles. Euh, Évidemment, on ne sait toujours pas si ce casque sera le meilleur casque au monde, on ne sait pas encore trop le prix. Fort probable que comme vous avez un mini PC intégré, ça va augmenter le prix, vu le prix de la RAM et tout ça, le stockage. Donc, en quelque sorte, le Steam Frame a été annoncé avant, au final, la crise de la RAM. Mais maintenant que la crise de la RAM est en pleine popularité, en pleine crise plutôt, voilà, c'est le terme le plus correct. Ben forcément, le fait d'avoir choisi de mettre un mini PC dans le Steam Frame est peut-être pas la meilleure solution parce que ça va augmenter juste le prix du casque. Donc ça, il faudra voir le prix, mais ça va être certainement abusé. Il y a toutefois des trucs assez prometteurs avec ce Steam Frame. Un petit peu comme la Steam Machine ne vaut pas trop la peine d'être achetée parce qu'elle juste coûte trop cher. Le fait qu'elle existe apporte des choses derrière, en fait. Le fait que SteamOS maintenant supporte les PC fixes. Eh bien, le Steam Frame, de son côté, a un petit peu la même chose. Vu que Valve a fait un mini PC dedans qui tourne sur ARM, ben, ils devaient adapter leur jeu pour que ça tourne sur ARM. Et donc, ils contribuent à un projet notamment qui permet de faire tourner des jeux Windows classiques sur une config ARM. Donc un petit peu comme ils l'ont fait avec Proton, où vous pouviez faire tourner un jeu Windows sur justement Linux. Et là, ça permettrait même de faire tourner des jeux Windows sur Linux avec une puce ARM. Assez important. Donc, en quelque sorte, ça permettrait de mieux supporter justement les configs justement ARM. C'est aussi ce qui est en partie utilisé par certaines marques, certains développeurs. Vous avez enfin, je sais pas comment on peut les appeler, c'est pas vraiment des émulateurs. Vous avez des applications sur Android qui permettent de faire tourner des jeux de PC sur Android. Et bien, beaucoup de ces applications profitent de ce qu'a fait justement Valve au niveau du Steam Frame et aussi de Proton par extension. Donc ça vous montre que même si ce casque va coûter la peau des fesses et que vous n'allez pas l'acheter, en quelque sorte, mais il peut rendre le gaming meilleur pour vous, si vous avez ce cas très particulier. Ensuite, on a une petite news sur le fait que Windows reste Windows. Vous avez un utilisateur qui a un G14, le même G14 d'ailleurs que moi, avec une 5070 Ti, je viens de le remarquer. Et ben, le truc, c'est qu'il avait mis son G14 en mode économie, où le GPU était juste désactivé, parce que comme ça, il avait une meilleure batterie de vie, et il n'avait peut-être pas besoin de la full puissance d'une 5070 Ti. Et après 15 jours, Windows a juste dit hey, tu n'utilises pas le driver Nvidia, je vais le virer. Voilà. Donc il se retrouvait avec un PC où il n'y avait plus le driver Nvidia, il a dû le réinstaller. Donc, pas forcément la meilleure des choses. Ça montre juste à quel point des fois Windows est juste. C'est Windows. Il y a encore des trucs comme ça. Et même s'ils ont promis de l'améliorer, ça reste Windows. Et c'est juste illogique. La raison pour laquelle. Enfin, je sais même pas pourquoi. Windows était juste en mode ah ouais, le driver n'est pas utilisé, je vais le virer. Et tu vois qu'elle a la carte graphique, elle est toujours installée. Même si elle n'est pas active, tu vois qu'elle est installée dans le système. Pourquoi tu enlèves le driver
pour du matériel qui est dans le système. Aucune logique. Ah, aussi une petite news marrante que j'ai vue, que je voulais juste montrer pour le fun. Vous avez plein de gens qui s'amusent à faire tourner Doom original sur tout et n'importe quoi. Vous avez quelqu'un qui l'a fait tourner sur un test de grossesse et tout ça. Mais là maintenant, vous avez quelqu'un qui fait tourner Doom sur un Canon EOS 550D. Voilà, une caméra, littéralement. Vous pouvez jouer à Doom sur votre caméra. Je pense que c'est pas forcément le plus ergonomique, même si vous avez en réalité plus de contrôle que sur le test de grossesse. Donc, ma foi, oui, je dirais qu'au niveau setup gaming, meilleur que le test de grossesse. Et enfin, une petite dernière news assez marrante que j'ai vue. Vous avez un utilisateur qui a installé une RX 9070 XT dans sa Steam Machine. Enfin, quand je dis dans la Steam Machine, pas vraiment. Il a utilisé, tout comme je l'ai fait dans une vidéo récente, un adaptateur M.2 vers Oculink. Et après, il a branché la RX 9070 XT sur un dock Oculink. Et maintenant, vous vous retrouvez avec une Steam Machine avec un bien meilleur GPU. Est-ce que la 9070 XT est limitée par l'Oculink et sa bande passante? Oui, totalement. Est-ce que c'est meilleur que le GPU de la Steam Machine? Oui, totalement. Est-ce que vous devriez faire ça? Non, pas du tout. Ne faites pas ça. C'est du bricolage. Surtout qu'il y a un seul slot M.2 sur la Steam Machine. Donc, ça veut dire qu'il a plus de stockage NVMe. Ça veut dire qu'il est obligé de stocker le système d'exploitation sur une clé USB. Même si c'est une très bonne clé USB, même si vous utilisez un SSD externe, c'est pas aussi bon forcément que le slot M.2. Et donc, ça va introduire d'autres problèmes. Mais ça fonctionne. Vous pouvez le faire. Mais encore une fois, vous ne devriez pas le faire. Et c'est à peu près tout pour ce Texamash aussi. J'ai aussi regardé vos commentaires sur le dernier Texamash, notamment au niveau des différentes idées de vidéos que j'avais pu présenter par le passé, mais que j'ai pas encore eu le temps de faire. Donc j'ai fait une petite liste, ça va arriver. Je vais certainement commencer par les plus demandés, mais j'ai aussi d'autres vidéos que je préparais quoi qu'il arrive. Donc oui, ça arrive, ne vous inquiétez pas. Il y avait aussi une personne qui disait Hey, tu avais fait des contenus Linux par le passé, puis tu avais fait une pause. Le truc, c'est que je teste Linux par période. Donc de temps en temps, je teste Linux, je suis en mode est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que je peux passer à Linux? Et les autres fois où j'avais testé, non, ce n'était pas le cas. Et maintenant, avec notamment SteamOS, avec le Steam Deck, Linux devient vraiment utilisable. J'ai fait le test, hein, vous l'avez vu la vidéo, et pour moi, il y avait très peu de problèmes, et beaucoup de ces problèmes peuvent être résolus. Je suis en train de travailler là-dessus d'ailleurs aussi. Donc je referai un test beaucoup plus long terme sur Linux. Ça arrive. Mais en attendant, je vais surtout aussi tester les différentes distributions. Donc oui, il y aura plus de contenu sur Linux, c'est même fait pour rester. Est-ce que je vais devenir une chaîne Linux? Non, ce n'est pas ma spécialité. Je suis clairement un newbie à Linux. Je l'ai déjà dit plein de fois par le passé, je suis un newbie total à Linux. Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas. Il y a des termes que j'utilise mal. Donc je tiens à vraiment le préciser. Si vous voulez du contenu de pointe sur Linux, vous avez d'autres chaînes pour ça. Moi, ce que j'apporte ici, selon moi, c'est justement un newbie sur Linux. Vous êtes peut-être aussi un noob de Linux. Vous avez envie de voir si un newbie arrive à utiliser Linux. Si voir un expert Linux utiliser Linux, c'est pas le plus intéressant parce que vous savez qu'il est un expert. Forcément, il va réussir à l'utiliser. Vous voulez voir quelqu'un qui, comme vous, était coincé sur Windows, qui ne connaît pas trop Linux, et voir s'il arrive à utiliser Linux. C'est ce que j'apporte, selon moi. C'est spécifique, c'est pas pour tout le monde. Si vous voulez vraiment du contenu de pointe Linux, il y a plein d'autres chaînes. Mais je pense que pour beaucoup de gens qui, justement, sont coincés littéralement sur Windows, qui veulent passer sur Linux, je pense que mon contenu va être intéressant. Et donc, ça va passer par des tests des différents OS qui sont disponibles, y compris la distribution française qui existe, c'est fait par un Français. On me l'a dit dans les commentaires plusieurs fois jusqu'à maintenant. Je sais, je l'ai vu, c'est sur la liste que je dois tester. Donc je vais faire ces tests et je vais juste essayer de trouver la meilleure distribution Linux pour le gaming. Je vais surtout me concentrer sur le gaming parce que c'est un peu le sujet, un des sujets de ma chaîne. Mais je ferai quand même des parallèles au niveau création de contenu et tout ça, mais surtout pour le gaming. Parce que si c'est juste pour du web, vous pouvez installer Linux Mint maintenant, ça fait le taf. Moi, je veux surtout voir pour du gaming les meilleures performances possibles. Vraiment, limite même avoir les meilleures performances que Windows sur votre config en mettant Linux. C'est ça qui m'intéresse. Donc, ouais, vous aurez des contenus là-dessus, ne vous inquiétez pas. Vous avez des tutos certainement aussi d'installation. Un premier tuto que je dois faire en réalité absolument, c'est comment faire un dual boot. C'est même pas comment installer Linux, c'est comment préparer votre PC pour pouvoir faire un dual boot Windows Linux. Parce que c'est un cas assez particulier qui complique la chose et
à chaque fois que je réfléchis à faire un tuto d'installation Linux, je suis en mode: «Oui, mais si je dois parler du dual boot, ça prend la moitié de la vidéo», littéralement. Installer Linux est très facile, genre l'installateur Baza était hyper simple. Mais à chaque fois, le problème, c'est si quelqu'un veut conserver Windows, ça rajoute une liste d'étapes qui est juste énorme et c'est à cause de Windows. C'est ça le pire. C'est pas la faute de Linux, c'est à cause de Windows. Et donc, cette liste d'étapes est tellement énorme que je suis en mode, je devrais juste faire une vidéo tuto là-dessus. Je fais une vidéo tuto là-dessus, ce sera peut-être pas la plus populaire, mais je la fais, je l'ai, et maintenant, quand je fais un autre tuto pour installer Parasite, installer SteamOS, je peux juste prendre cette vidéo, même si SteamOS en réalité vous pouvez pas faire un dual boot, mais je peux prendre cette vidéo et la mettre dans la description et dire: «Hey, si vous voulez faire un dual boot, regardez cette vidéo». Comme ça, j'ai pas besoin de l'inclure dans ce tuto et le rendre beaucoup plus long pour aucune raison. Donc voilà, c'est quelque chose que je dois absolument faire. C'est la première vidéo dans la série Linux que je dois faire, clairement. Et donc, ce sera une que vous verrez prochainement, quand j'aurai fini. J'ai d'autres trucs à faire en attendant, mais je suis en train de travailler dessus. Je tiens à ce qu'elle soit bonne, très bonne, parce que faire un dual boot Windows Linux, des fois, voilà, il y a vraiment des particularités, surtout avec Windows 11. Vous avez le Secure Boot, vous avez le fait d'avoir le Fast Boot d'activer qui peut poser des problèmes, faire de la place sur un SSD pour mettre une deuxième partition qui inclut Linux. La liste de choses rajoutées est juste voilà, énorme, comme j'ai dit. Donc il faut que je fasse une vidéo qui soit bonne pour quelqu'un qui voilà, est un peu newbie là-dessus et qui a besoin d'être accompagné et pas faire d'erreur. Donc ça arrivera. Bref, dans tous les cas, j'espère que vous avez bien apprécié ce texte à ma chose. Si c'est le cas, pour laisser un pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, pour laisser un pouce rouge. On se retrouve après une prochaine vidéo et je vous dis ciao ciao.